les sujets d'urbanisation sont au cœur de la Smart City. Ça sera justement notre dernière table ronde de l'après-midi, avec un très beau plateau d'intervenants, d'industriels, d'élus. Je vais les présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, la tradition dans ce forum, c'est de mettre un coup de projecteur sur une start-up ici du territoire. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Yvan Lorne, qui est le président de Devusybox. Vous avez 3 minutes pour nous convaincre. 3 minutes. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Donc voilà, qu'est-ce que Devusybox ? Devusybox, on a conçu ce boîtier photo qui a la particularité d'être autonome. Il fonctionne avec un panneau solaire et transmet ses photos par GSM. Et donc du coup, on peut l'installer très facilement parce qu'il est sans fil sur un poteau de voirie publique ou sur une toiture. Et à quoi il va servir ? Il va servir à du suivi de construction. Dans cette société de l'information, ça paraît impensable aujourd'hui d'avoir des bâtiments qui valent plusieurs dizaines de millions d'euros, qui ne sont pas suivis par des boîtiers. Et donc nous, on a technologiquement résolu ce problème, parce qu'avant c'était compliqué, il fallait des fils pour pouvoir les faire fonctionner. On a industrialisé aussi ce service de manière à le rendre accessible d'un point de vue tarifaire. Donc aujourd'hui, en fait, on est leader sur notre marché en France. On va équiper environ 1500 chantiers. Et on a comme client plus de la moitié des acteurs du CAC 40. Donc c'est un concept qui existe de plus en plus. En fait, au début, les gens viennent prendre notre boîtier parce que c'est un bel appareil photo, parce que ça permet de faire des films promotionnels, des timelapses. Et puis finalement, ils se rendent compte de l'intérêt d'avoir une photo en ligne qui va être partagée. Et la particularité, c'est qu'elle va être partagée par tous les acteurs. Et c'est là où en fait le produit est très riche, parce que ça va permettre par exemple aux donneurs d'ordre de communiquer vers les futurs occupants, que ce soit un promoteur vis-à-vis de ses futurs acquéreurs, qui sont des particuliers, une collectivité locale pour ses citoyens, ou encore un industriel pour ses clients. Et aussi d'un point de vue plus large, ça permet de faire une communication vis-à-vis du grand public, communication institutionnelle. Et en même temps, encore plus, ça permet une communication pour tous les acteurs à l'intérieur d'un projet, du projet immobilier, donc que ce soit le constructeur, que ce soit les gens qui suivent le chantier, les architectes, les différents corps d'État. Par exemple, on va avoir le chef d'agence d'une agence de construction qui va, par exemple, grâce au boîtier, va pouvoir suivre s'il n'y a pas de dérapage sur son conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, lui, va pouvoir tracer la présence de ses artisans, va pouvoir améliorer la sécurité ou vérifier que les dispositifs de sécurité sont bien portés par les artisans. Il va pouvoir aussi lutter un petit peu contre le vol. Le directeur commercial, lui, il va apporter de la transparence, il va faire voir la transparence qu'apportent les photos vis-à-vis de ses clients. Dans le monde de la construction, il y a pu avoir dans le passé des problèmes de crise de confiance. On a ensuite, après, par exemple, toutes les équipes qui suivent la construction, qui vont parfois éviter de se déplacer quand, par exemple, le chantier n'avance pas. Ou parfois les services financiers aussi qui peuvent faire du contrôle de gestion. On a des anecdotes avec des clients qui ont pu analyser les photos qu'il y avait sur le nombre de grues qu'il y avait sur les photos et le comparer au nombre de grues qu'il y avait sur les factures, et ce n'était pas la même chose. Donc du coup, ça permet de faire aussi du contrôle de gestion. Bref, on a un produit qui permet de répondre à toute une sphère de besoins pour chacun des acteurs et qui, au fond, permet d'apporter de la transparence dans la société de l'information et dans le monde de la construction, avec quelque chose qui est très synthétique puisque c'est une photo, et donc du coup très simple d'accès, de lisibilité. Voilà. Merci Yvan. Voilà. Vous avez atteint les 3 minutes. On peut vous l'applaudir. Moi j'ai senti en tous les cas, vous avez convaincu de toute manière. Vous avez certainement convaincu, parce que j'ai vu quand même Bruno Cavagné et Patrick Allary très intéressés. Vous avez parlé de chantier, de surveillance, de transparence. C'est au cœur de leurs enjeux. Merci à vous en tous les cas. Nous, on va poursuivre et rentrer dans le débat avec justement donc quelles nouvelles pratiques et usages pour urbaniser. C'est un gros sujet quand on parle de la Smart City. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser cette question, Laurence Agnès Kardec. Vous êtes l'adjointe au maire à l'urbanisme. Quand je vois ça ce matin, la une de la Tribune avec cette transformation en termes d'urbanisme de Marseille, quand j'entends tous les commentaires de celles et ceux qui sont venus d'ailleurs aujourd'hui dans ce forum, en disant mais quelle transformation,
Que ressent justement l'élu à l'urbanisme en termes de fierté de ce changement et de ce qui reste à faire pour le futur? Écoutez, c'est une grande satisfaction déjà pour le maire de Marseille qui depuis 20 ans essaye de transformer cette ville et de la rendre plus attractive. Et puis un grand challenge pour l'équipe municipale parce qu'on se dit qu'il faut construire la ville de demain, c'est passionnant. La ville intelligente de demain, c'est encore plus passionnant. Voilà, donc on est sur des territoires en reconquête. Je pense notamment à Euromed 2, puisque Euromed 1 a été quasiment, enfin bon, est sur les rails et se déroule, mais Euromed 2, on est sur une partie beaucoup plus difficile, avec une sociologie plus difficile et avec vraiment des enjeux de construction de la ville de demain, que ce soit sur l'îlot Allard, mais je pense que ça a été évoqué aujourd'hui, sur l'îlot XXL, dont on décidera très prochainement. Donc voilà, ce sont des reconquêtes dans lesquelles les collectivités doivent prendre leur place. Et quand la ville de Marseille investit sur l'îlot Allard en achetant un bâtiment de 34 millions d'euros, c'est le premier chèque que j'ai fait lorsque j'ai eu cette délégation. Bon, voilà, la ville doit être exemplaire et accompagner les initiatives privées pour que justement on soit sur cette intelligence collective, parce que je pense que la ville seule ne peut rien faire, mais qu'on ait réellement une intelligence collective avec les différents opérateurs. Alors, je crois que ce n'est pas un hasard si on va conclure ce forum par le choix de cette table ronde sur l'urbanisation. Le maire Jean-Claude Gaudin l'a dit ce matin, l'urbanisation, c'est finalement un peu le pivot, et on va dire c'est presque le cœur nucléaire d'une stratégie de Smart City. Autour de vous, justement, on a des bâtisseurs de la ville, des industriels, parce que cette ville et cet aménagement, ça ne se fait pas uniquement porter par la collectivité locale. À la gauche, on a Patrick Alary, donc, qui est le directeur général du logement de Bouygues. Ensuite, donc, Bruno Cavagné, le président de la Fédération nationale des travaux publics. On va parler d'infrastructure. Francis Pisani nous apportera une vision globale et mondiale, parce que c'est le globe-trotter, chroniqueur à la tribune et écrivain. Il parcourt les métropoles. Il nous apportera une vision de ce que vous voyez ailleurs. Et enfin, la parole aussi d'un industriel, de Jean-Yves Plus, qui est le vice-président chez Thales sur la partie sécurité et transport. Ça répondra à un enjeu qui a été évoqué tout à l'heure. Ça a été dit dans une enquête. Aujourd'hui, quand on parle de Smart City, les Marseillais ou les Français disent ma première attente, c'est faire des économies d'impôts. Il faut que la Smart City dégage, en tous les cas, une optimisation des investissements et à la fois de ce que ça me coûte en termes de citoyens. Et le deuxième sujet, c'est un enjeu de sécurité et souvent aussi un enjeu qui est lié au transport. Patrick Alary, est-ce qu'aujourd'hui, on voit que la Smart City, c'est aussi, on va dire, c'est une redistribution des cartes, à la fois entre la collectivité locale, le bâtisseur, l'aménageur que vous êtes, et puis, ça a été évoqué ce matin, il y a quand même aussi l'implication que l'on doit donner aux citoyens, parce qu'on voit aujourd'hui que, quels que soient les grands projets d'urbanisation dans une ville, il faut l'informer, l'impliquer en amont. C'est souvent aussi une démarche de la part des élus. Et en même temps, il y a des process que l'on veut quelquefois, pour vous en tant que professionnel, qui soient plus courts. Alors comment on arrive justement à concilier tout ça? Comment on y arrive? Au quotidien, avec d'abord de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition, il faut que les élus aient de l'ambition. Ça, c'est vraiment primordial pour nous, vraiment, et qu'ils aient de l'ambition pour leur territoire, parce que c'est à partir de là que l'on va pouvoir développer des opérations qui seront elles-mêmes ambitieuses. Et en étant accompagnés aussi par la collectivité, par les aménageurs, comme Euromel, lorsqu'on a développé des opérations. Et c'est lorsque ce partenariat se met en place, y compris avec, bien sûr, les architectes, que l'on arrive à réussir, en fait, à réussir l'objectif qu'on s'est donné, cet objectif ambitieux d'à chaque fois de dépasser ce qu'on avait fait précédemment. Et effectivement, aujourd'hui, nos clients, sur le volet Smart City, ont de fortes attentes sur le volet architectural, sur le volet d'économie d'énergie, sur le volet de sécurité, de bien-être dans cette nouvelle ville, mais aussi dans la ville ancienne. Il n'y a pas que des Smart Cities, il y a aussi la ville à reconquérir. Ne l'oublions pas. Nous ne faisons pas que des Smart Cities. Nous travaillons sur l'urbain, et sur le travail sur l'urbain, c'est aussi la ville ancienne. Et donc, il y a toutes ces attentes de ces clients, et effectivement aussi une redistribution des richesses par le biais du numérique, par le biais des économies d'énergie, peut-être avec de la technologie, mais avant tout avec des choses passives. N'oublions pas que nous sommes dans un territoire méditerranéen
et que la logique de nos ancêtres, c'était aussi de se protéger et de protéger de la chaleur grâce à un platane devant leur bastide. Et donc, nos constructions doivent être aussi économes au plan des charges. Parce que si c'est pour, finalement, créer des ouvrages qui vont devenir coûteux à force de technologie, on aura là aussi raté, à mon avis, la Smart City. Et la Smart City, il n'y a pas une Smart City, il y a des Smart Cities qui doivent correspondre à différents territoires avec leurs atouts et leurs faiblesses. Et donc, c'est ce à quoi on se cogne tous les jours, justement, en essayant de jouer le partenariat, parce qu'aujourd'hui, on ne peut construire plus qu'avec du dialogue, du partenariat, en créant des écosystèmes, puisque nos offres sont enrichies. Elles sont enrichies avec des startups locales, avec des industriels avec lesquels on va dialoguer et inventer de nouveaux produits. Et donc, c'est ce qui donnera la réussite de ce projet dans cette accélération aujourd'hui technologique qui est très forte. Et il faudra certainement aussi revoir peut-être la copie de la Smart City qui se développe sur un temps assez long pour la recadrer, parce que la technologie va très très vite aujourd'hui. On a le sentiment, Patrick Allary, que si on regarde même il y a 5 ou 10 ans, lorsqu'un bâtisseur, un promoteur, souvent il arrivait avec un projet qu'il portait seul, alors qu'aujourd'hui on voit un acteur comme Bouygues qui arrive avec plusieurs autres partenaires, qui peut être à la fois des opérateurs, autres associés. Je pense à des acteurs comme Veolia. Tout à l'heure, c'est Stéphane Richard qui disait qu'il était associé aussi à un projet de logement, d'aménagement sur Marseille. Finalement, il y a une démarche aussi collaborative, vous le dites, en y associant des startups. Le promoteur, ou en tous les cas l'aménageur, ne va plus seul aujourd'hui sur un projet. On a ce sentiment, en tout cas, de cette évolution depuis quelques années. Alors, le promoteur ne va plus seul sur un projet. Bien sûr, il y a encore des projets urbains assez simples, mais déjà qui commencent à être, ce que je dirais, enrichis de technologie, enrichis de connectivité aussi par rapport au quartier, de liens sociaux aussi, de travail avec des associations et de liens aussi à l'intérieur même des copropriétés, puisque ça c'est quand même l'objectif. Et je pense que le promoteur, non seulement il ne va plus seul sur les projets, et même il pourrait se faire détrôner par certains Google ou autres, donc il a intérêt à être très vigilant, à mon avis, le promoteur. Donc il est en train de muter dans son métier. Et en même temps, on a aussi cette volonté d'aller au-delà de notre propre métier, parce qu'il va falloir aussi accompagner les clients au-delà de la livraison. On voit bien qu'aujourd'hui, on crée des immeubles qui sont plus compliqués. Il faut apprendre à l'usager aussi de se servir de son immeuble et à être économe. Parce que vous pouvez mettre la meilleure technologie, si l'usager fait n'importe quoi, elle ne marchera pas et elle ne fera pas d'économie d'énergie au bout. Laurent Agnès-Kardec, souvent dans votre dialogue avec des acteurs du logement, j'imagine que ça ne doit pas être toujours simple. À la fois, vous avez, j'allais dire, des obligations et des objectifs liés, on va dire, à vos concitoyens, à celles et ceux qui vous élisent. Et puis, il y a des acteurs qui sont autour de la table qui ont, eux, un modèle économique à défendre. J'imagine que pour vous, c'est toujours d'avoir des logements à la limite les plus beaux en termes d'architecture, avec des offres de prix d'acquisition qui soient accessibles pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Donc comment on arrive, à un moment donné, à trouver le point d'équilibre d'un modèle économique qui correspond à la fois aux acteurs privés ici autour de la table et à la fois vous, vos engagements face à vos électeurs? En fait, tout ça est un travail collectif. C'est-à-dire qu'on a des programmes qui sortent à 2500 € le mètre carré, intégrant toutes les nouvelles technologies et qui se vendent très bien. Après, il faut aussi que les acquéreurs adhèrent à cette démarche et que la pédagogie soit faite pour que justement l'utilisation la plus performante se fasse. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, collectivité, on a une obligation à la fois de créer des bâtiments neufs très performants, mais aussi de raisonner sur des quartiers qui aujourd'hui sont délaissés. Je pense à Quartier Libre, où là, la ville a lancé une réflexion à l'échelle de 140 hectares sur un tissu urbain déjà constitué, savoir comment on peut intégrer justement tous ces aspects de ville intelligente sur une reconquête à la fois sociale, urbaine, comment on intègre l'intelligence dans ce quartier qui est fortement
défavorisés, comment on peut travailler avec d'autres opérateurs. Alors, par exemple, comment on n'est pas loin des rails SNCF, comment on peut récupérer la chaleur, ça c'est EDF qui nous l'a proposé, la chaleur des rails pour chauffer les logements. Voilà, tout ça, on doit se réinterroger en permanence. Et lorsqu'une ville fait une ZAC, par exemple, je vais vous dire, voilà, on part sur le principe de base de l'aménagement, elle est réfléchie à un temps T et elle se déroule sur 10, 15 ans, sauf que sur 10, 15 ans, c'est obsolète. C'est-à-dire qu'on est obligé de se réinterroger en permanence et c'est ce que les services de la ville font pour qu'on soit performant sur cette construction de la ville actuelle et de la ville de demain. Aujourd'hui, à peine 5% des technologies qu'on connaîtra dans 10 ans sont connues. Donc, on a une apparition de technologies permanentes qui nous oblige à nous réinterroger. Bruno Cavagné, le 1er janvier prochain, la métropole de Marseille, c'est en termes de dimension, c'est 2 fois le Grand Londres. Pour un acteur, pour le président de la Fédération nationale des travaux publics, on peut se dire, mais quel potentiel d'infrastructure à venir dans cette métropole. Et en même temps, on voit bien que quelquefois, la décision et les circuits de décision ici en France, c'est pas propre à Marseille, c'est, on va dire, une problématique générale, c'est-à-dire les cycles sont longs entre la décision politique et à la fois le besoin de pouvoir aujourd'hui maintenir des investissements dans les infrastructures qui sont nécessaires pour entretenir des routes, car sans route, on l'a bien vu dans les débats de la journée, en termes de mobilité, en termes d'attractivité du territoire, ça posera problème dans quelques années si on ne prend pas le sujet dès maintenant. Oui, d'abord, je voudrais vous dire que je suis ravi d'être là parce qu'on est quasiment qu'entre nous et qu'on revient de très loin. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'étais allé voir M. Sérillon, qui était à l'Élysée, pour lui expliquer ce qu'étaient les infrastructures, tout ce qu'on faisait en termes d'innovation. Il m'a regardé au bout de 2 minutes, il m'a dit « Mais attendez, c'est bien le travaux publics, ça c'est la pelle et la pioche ». Dans son imaginaire, c'était ça, et donc j'ai dû lui expliquer. Alors que vraiment, quand on parle de Smart City, il faut qu'il y ait des infrastructures intelligentes. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire tout bouge et rien ne bouge. Pourquoi ? Parce que rien ne bouge, on est confronté, que ce soit par rapport aux citoyens, par rapport à l'ouvrage, par rapport au financement, à des freins. On le voit bien, le citoyen, si on ne l'informe pas assez, on a des recours, ça va très loin quand on a des zadistes, on l'a vu, on voit les proportions que ça peut prendre. Quand on veut réaliser, on voit bien que c'est compliqué, c'est long. Si on n'a pas des élus hyper volontaires, hyper volontaristes, on n'arrive pas. Payer l'innovation, c'est pas quelque chose qui est c'est pas la première décision qu'a un élu. Et en termes de financement aussi, on a des blocages puisqu'on est toujours sur des financements où c'est le public qui paie, donc le citoyen. Et en même temps, on a toute une société qui bouge. On le voit bien, et si on prend l'opposé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que avant de démarrer les chantiers aujourd'hui, si vous n'informez pas le citoyen, par des moyens numériques d'ailleurs, je pense aux maquettes numériques que l'on a, on parlait des smartphones, quand vous réalisez, quand les chantiers sont finis, vous êtes en permanence en train d'informer le citoyen, d'informer l'usager. On voit également que sur les usages eux-mêmes, sur les ouvrages, on a des ouvrages qui peuvent être intelligents. On parle beaucoup en ce moment de la voiture sans chauffeur, qui sera probablement une révolution. Il faut également que pour qu'on ait une voiture sans chauffeur, on ait des infrastructures en état. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à entretenir nos infrastructures et notamment nos routes, on aura un peu de mal à avoir des voitures sans chauffeur. On est capable aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de mettre des capteurs pour économiser. On est capable de mettre des capteurs sur des réseaux d'eau pour garer des parkings, pour trouver des places de parking. Tout ça, la technologie aujourd'hui le permet. Faut-il 2 choses ? Un, qu'on ait la volonté politique. Manifestement, ici, on a beaucoup de volonté politique sur ce sujet-là. Et 2, qu'on trouve une autre façon de financer et probablement qu'on passe du citoyen à l'usager.
Parce que demain, si on veut aller chercher de l'argent, plus d'argent dans le public, alors c'est moins vrai dans le bâtiment qui a déjà trouvé un modèle économique, mais dans les infrastructures, il faudra qu'on accepte de faire payer plus l'usager que le citoyen pour arriver à faire avancer encore plus vite cette smart city et ces infrastructures au milieu de cet urbanisme. Et vous avez l'impression, vous en tant qu'acteur des travaux publics, que vous êtes vraiment associé en amont, c'est-à-dire lorsqu'il y a des projets portés, et ça de votre expérience de président national, lorsqu'il y a des projets portés par des élus sur des grands projets d'aménagement, est-ce que, bien sûr, on a parlé de logement, mais est-ce que la dimension infrastructure est de suite menée en amont suffisamment tôt? Non. Franchement, ça dépend vraiment, encore une fois, de la volonté politique et du desiderata que peuvent avoir les élus. Quand je vous parlais de la voiture sans chauffeur, vous regarderez tous les articles qui sortent, peu de gens se posent la question, mais comment va-t-elle rouler sur la route? On part du principe qu'on a des routes en bon état et qu'il n'y aura pas de problématique. Or, si vous roulez sur des nids de poules, ça va être un peu plus compliqué, même si on met tous les capteurs que l'on veut sur la voiture, pour arriver à avoir quelque chose qui marche bien. Je vais juste vous donner un chiffre. Quand on regarde les infrastructures dans notre pays, quand on regarde la compétitivité, l'attractivité, on était 4e en 2008, on est 10e aujourd'hui. Donc on a des infrastructures qui se dégradent et il faudra, pour que tout ce numérique continue à avancer, et notamment sur les infrastructures, qu'on règle ce problème. Ça fait une excellente transition puisqu'on a un acteur industriel très engagé, investi ici dans la métropole à Marseille, avec le groupe Thales, notamment sur les grands enjeux en termes de transport et de sécurité. Vous y réfléchissez déjà, c'est-à-dire les impacts de la voiture sans chauffeur et donc on va dire, des impacts que ça pourrait avoir sur votre industrie, notamment dans le transport? Alors, vis-à-vis de l'urbanisme, je vais être très franc, pas du tout. Par contre, il y a un sujet qui est très important. J'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là de la voiture intelligente de demain, qui me disaient, aujourd'hui la technologie est là, on n'a pas de problème, on sait faire rouler une voiture toute seule. On a un problème, en tout cas une grosse angoisse, c'est au niveau de la cybersécurité. Et ça rejoint aussi des problèmes réglementaires. C'est-à-dire, en gros, si demain il y a un accident avec une voiture intelligente, impliquant une voiture intelligente, qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur automobile? Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture, qui n'est pas forcément le conducteur, en l'occurrence? Et en fait, ils ont véritablement peur d'une prise de contrôle à distance de la voiture par une cyberattaque. Et aujourd'hui, en tant qu'industriels qui sommes extrêmement développés dans le monde de la cybersécurité, évidemment, on s'intéresse à ce sujet-là. Sur le sujet de l'urbanisation, ça peut peut-être vous surprendre, mais nous sommes des urbanistes. Des urbanistes logiques. C'est-à-dire que nous faisons l'urbanisation des systèmes d'information et de communication. Et qu'est-ce que c'est que l'urbanisation d'un système d'information et de communication? C'est la mise en cohérence. Il faut, et on en a longuement parlé au cours de cette journée, pour avoir de la Smart City, il faut faire intercommuniquer un certain nombre de systèmes d'information. Souvent, les formats sont très hétérogènes. Donc il faut mettre en cohérence tout ça, c'est un métier d'urbaniste. Et puis il faut aussi trouver les bons dimensionnements. Donc on travaille sur le dimensionnement notamment des tuyaux pour faire en sorte qu'on ait le bon tuyau au bon endroit pour transporter la bonne information. Et finalement, on a en parallèle deux logiques. Une logique d'urbanisation que par opposition je vais appeler physique et une logique d'urbanisation logique. Physique et logique doivent être conduites en parallèle, autant que faire se peut. Évidemment, quand on est dans un existant, on vient en général se mettre dans l'existant, on essaie d'optimiser pour que ça coûte le moins cher possible. Mais si on a l'opportunité, à travers la construction de nouveaux quartiers ou de la redéfinition de quartiers existants, de faire des grands travaux, il me semble extrêmement important
que ces grands travaux puissent être conduits en anticipation de la partie logique, digitale, en même temps que l'urbanisation physique, de sorte qu'on aille faire quelque chose qui est à la fin beaucoup plus performant et qui coûte le moins cher possible. Pour faire un petit peu être assez synthétique sur la partie de ce que c'est qu'une Smart City, finalement c'est un système nerveux avec des capteurs, des transmetteurs et un cerveau. Les capteurs, de plus en plus, ils vont se disséminer partout. On dit qu'il y aura 50 milliards de capteurs en 2020 ou 2030. Il y en aura de plus en plus. Et ce que veulent de plus en plus les aménageurs, c'est qu'ils soient de plus en plus discrets. Donc c'est intéressant de concevoir, par exemple, pour un capteur qui va qui va mesurer si une place de parking est disponible, d'insérer le capteur au moment où on coule le bitume. C'est important qu'on ne voit pas qu'il y a des caméras partout, parce que c'est aussi une question d'acceptation. Donc plus il y aura de capteurs, et plus il faut qu'il soit aussi discret. Et un capteur, si on veut qu'il soit déployé en grande quantité, il faut aussi qu'on voit comment on va l'interconnecter. Certains capteurs nécessitent des réseaux filaires à haut débit, c'est le cas par exemple des caméras, et on va vers l'ultra haute définition qui dit aussi des très grands débits. Donc ça veut dire de la fibre. D'autres capteurs transmettent des informations qui sont beaucoup plus limitées en termes de volume, et ça peut fonctionner avec des réseaux de type LTE ou les générations suivantes, à condition qu'on ait bien optimisé la position du capteur par rapport aux couvertures réseau. Et tout ça, ça s'optimise dès le départ. Jean-Yves Plus, justement, à Marseille, je sais qu'il y a des choses qui se font, qui se réalisent. Vous pouvez nous en donner quelques exemples ? Je vais être très bref sur le sujet, parce qu'on a fait une étude qui était commandée par Caroline Posmentier sur le big data de la tranquillité publique. Donc elle en parlera. Je pense qu'il vaut mieux. Elle est intervenue tout à l'heure. Elle est intervenue et je pense qu'il vaut mieux qu'elle en parle elle-même de ce sujet. Mais on a fini cette étude qui devrait derrière déboucher sur le lancement d'une opération. L'objectif étant de mieux mesurer l'impact des actions en matière de sécurité dans la ville par rapport à la perception des citoyens sur justement la tranquillité publique. Donc c'est de traiter par rapport à la masse des informations qui sont disponibles avec la fameuse intelligence dont je parlais tout à l'heure, c'est d'aller chercher les bonnes informations qui permettent de se mettre dans une logique d'amélioration. Avant de laisser la parole à Francis Pisani, moi je souhaiterais, Laure Agnès-Kardec, quand on voit autour de la table les prises de parole à la fois d'un bâtisseur avec le groupe Bouygues, on a parlé d'infrastructure, là on parle avec Thales, à la fois de technologie de capteurs à intégrer, on se rend compte quand même, je ne sais pas si le citoyen se rend compte toujours du nombre d'acteurs aujourd'hui qu'il faut prendre en compte dans un grand projet d'urbanisation. Sur cette formulation de table ronde qui était quelles nouvelles pratiques et usages, comment vous arrivez à réunir tout le monde de manière collective et pouvoir apporter un projet dans des délais raisonnables, vu la complexité et la diversité des acteurs. On en voit un certain nombre, un échantillon dans cette table ronde, on sait qu'il y en a d'autres. Comment ça se gère au quotidien quand on est confronté à avoir les responsabilités que vous avez sur ce sujet-là ? En fait, je pense qu'il y a trois volets. C'est comment, pour l'habitant, on améliore sa qualité de vie, par les services, par la conciergerie, par l'autopartage, par tout ça. Comment on bâtit mieux en intégrant les innovations, comment on permet des économies d'énergie, Et vous avez abordé enfin la question de la métropole, c'est-à-dire comment, sur notre territoire, on peut être plus attractif en utilisant justement toutes ces nouvelles technologies, comment on équipe en haut débit, comment on dessert toutes les zones économiques ou les points économiques de ce territoire pour faire en sorte que ce ne soient plus des zones concurrentes, mais des zones complémentaires. C'est-à-dire comment on arrive à mettre de la cohérence dans tout ça. Je pense que la métropole sera une des solutions et une des réponses. Et comment on arrive à travailler avec tous les acteurs, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est une intelligence collective qu'il faut mettre en œuvre. Comment chaque opérateur
et ils ont tous des laboratoires de prospective, peuvent faire des propositions que nous, on peut intégrer dans nos programmes. En fait, voilà, c'est un travail partenarial à la fois avec les institutionnels, les élus, enfin institutionnels, toute catégorie, les élus et les opérateurs privés pour que chacun amène sa pierre à l'édifice et chacun puisse accompagner cette révolution qui est la révolution du numérique. En un mot, parce qu'on a beaucoup parlé de l'engagement des élus, mais il y a aussi, on va dire, tous les services municipaux et les fonctionnaires derrière qui sont là pour faire fonctionner une collectivité aussi importante que Marseille. C'est-à-dire, face à cette complexité, comment aussi, vous, en tant qu'élus, vous impulsez des changements, des mutations et des transformations auprès aussi de ces équipes qui sont là pour travailler, pour mettre en œuvre, on va dire, votre politique et votre stratégie? C'est un échange permanent parce qu'on s'aperçoit qu'on a quand même une concurrence des territoires sur ce sujet-là. Donc nous, élus, on doit justement porter ces nouvelles technologies. Et après, on va dire les services, les agents qui phosphorent, parce qu'ils phosphorent très bien, ils sont en veille permanente sur ces technologies nouvelles. Comment eux peuvent nous apporter aussi des solutions, des propositions qu'on peut porter politiquement derrière. Donc c'est un échange permanent en fait, et je pense qu'il faut vraiment une très très bonne collaboration pour qu'on avance tous ensemble. Vous souhaitiez peut-être réagir, Patrick Alary. Parce que vous posez une question par rapport aux collaborateurs et aux fonctionnaires de la ville. Déjà, le privé a exactement le même problème. De toute façon, nos collaborateurs au quotidien, on est impacté par des nouvelles technologies. Par exemple, hier, les clients, ils arrivaient directement dans des bureaux de vente. Aujourd'hui, ils arrivent par Internet et par le numérique. Et donc, il faut qu'on adapte notre stratégie vis-à-vis de ça et aussi que l'on fasse progresser aussi nos collaborateurs par rapport à ce nouveau monde numérique. Francis Pisani, qu'est-ce que l'on peut dire? Là, on a parlé beaucoup, bien sûr, de l'expérience de ce qui se passe ici dans ce territoire, à Marseille, mais votre vision, Francis, de ce que vous voyez ailleurs. On est dans une accélération de compétition entre les métropoles à l'échelle mondiale. Marseille, c'est vrai, a accéléré le rythme depuis quelques années. Le résultat, on le voit depuis le Pharo quand on regarde le Vieux-Port. Mais qu'est-ce qui se pratique ailleurs, dans les usages, dans la pratique, dans l'implication aussi avec les citoyens? Mais j'ai commencé par quelques exemples concrets pris dans différents endroits du monde et puis j'essaierai de voir si on peut en tirer des conclusions. Premier exemple, dans la ville de Séoul, en Corée, 25 millions d'habitants, ils ont voulu dessiner des lignes de bus nocturnes plus efficaces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à la population le droit d'utiliser en métadata, c'est-à-dire sans les noms et numéros de téléphone, mais juste les appels qui sont faits, pour repérer où étaient les gens qui appelaient des taxis le soir, la nuit, à 2h du matin. Une fois qu'ils ont eu ça, ils ont tracé des lignes de bus qui tenaient compte de l'endroit où les gens étaient réellement. Ça, c'est on écoute les gens dans ce qu'ils font. Un autre exemple, à Singapour, ils ont organisé, ça c'est une initiative privée, ils ont organisé des hackathons, c'est-à-dire des journées de développement dans lesquelles ils ont demandé aux développeurs de résoudre des problèmes de la ville. Exemple qui m'a frappé, il y en a sur la santé, il y en a plein de domaines. Singapour est sous l'équateur, il fait très chaud, tout le monde est dans des gratte-ciel et personne n'est d'accord sur la température des gratte-ciel. Vous n'avez pas vraiment ça à Marseille, mais en hiver à Lille, on a des problèmes sur la chaleur. Et donc ils ont développé une application qui permet aux gens de voter sur la température qu'ils veulent dans leur building, à leur étage, dans leur bureau. C'est une question du nombre de capteurs qu'on met là. Troisième exemple, à Jakarta, c'est une des pires villes du monde. Marseille était 4e en Europe, mais c'est une des pires villes du monde en termes de trafic, de circulation urbaine. Il y a un gamin, 24 ans, 23 ans, qui a commencé par utiliser les caméras de circuit fermé pour repérer le trafic. Et puis du coup, il y a des gens qui ont commencé à mettre d'autres caméras, privées ou publiques, et puis il y a des gens qui ont commencé à utiliser des applications pour signaler les endroits. Et maintenant, on commence à avoir, alors qu'il n'y a pas de vision municipale, une image du trafic en temps réel, et la municipalité commence à se dire, voilà, il faudrait qu'on se dote des moyens de le faire. Dernier exemple concret, mais j'en ai plein, et je pourrais continuer longtemps, à Beyrouth, ils ont commencé par utiliser une application pour signaler les nids de poules,
Et puis Beyrouth, il y a des dangers qui sont plus graves que les nids de poules. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une application, les gens signalent, il y a un sniper, il y a un franc-tireur, il y a un barrage, il y a telle religion, il y a tel groupe militaire, etc. Et les gens se communiquent entre eux ces informations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui me frappe dans tout ce que j'entends, je n'ai aucun doute que la France en général, Marseille en particulier, fait d'énormes progrès. Mais vous êtes tous dans la notion du service que vous allez rendre, de la formation que vous allez donner aux gens, des informations que vous allez tirer des gens. Vous n'êtes pas dans l'écoute des citoyens, dans l'exercice de leur pouvoir. Je ne dis pas dans la prise du pouvoir, je dis dans l'exercice de leur pouvoir. Et je suis désolé, monsieur Cavagné, pour moi, il ne faut pas passer du citoyen à l'usager. Il faut au contraire reposer la question du pouvoir des citoyens tel qu'il existe, tel qu'il l'exerce dans l'utilisation des technologies de l'information, sans demander la permission à personne. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, il y a une grande tension sur la ville intelligente, avec, et j'utilise le terme grec et pas le terme policier, d'un côté data police, c'est-à-dire la ville dont l'intelligence va venir du recueil des données, de la captation des données et du traitement des données. C'est indispensable, c'est utile, mais ce n'est pas tout. Et de l'autre côté, on a Participolice. Je vous rappelle que le web, que l'Internet, c'est l'architecture de participation. Ça permettait aux gens de participer aux décisions, d'envoyer des messages autant qu'ils en reçoivent, et ça leur permet donc d'exercer un pouvoir quotidien, ce qu'ils font beaucoup plus que nous ne croyons. Voilà. Alors vous voyez, ça c'est l'occasion quand on laisse la parole à Francis Pisani. De suite, ça relance le débat. Plusieurs réactions. Bruno Cavagné souhaitait réagir et ensuite Laurence Agnès-Kardec. Voilà. Non, si vous m'avez écouté quand je dis qu'on passe du citoyen à l'usager... La salle n'était pas endormie, vous avez vu. Hein. C'est en termes de financement. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai financement quand c'est le contribuable, donc le citoyen qui paie. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, vous parlez d'applications. On a développé, l'ORCASI, exactement, qui est l'observatoire régional qu'on est en train de développer sur tout le territoire, a développé une application pour une interaction entre le citoyen et les collectivités locales. Donc aujourd'hui, au-delà des applications qui existent aujourd'hui, où on peut prendre une photo pour signaler un nid de poule, on va avoir une interaction où l'information va partir directement chez M. Dupont, qui va s'occuper de la voirie. Donc le citoyen était vraiment au centre de nos préoccupations, mais je parlais en termes de financement. Aujourd'hui, compte tenu des problèmes budgétaires que l'on a, je dis il faut qu'à un moment que l'usager paie, ou alors il faut demander aux citoyens s'ils sont d'accord de continuer à avoir autant d'impôts ou plus. Ça, c'est une vraie question politique, mais ce n'est pas le débat peut-être d'aujourd'hui. Laurence Kardec, réaction. Oui, au travers de ce que vient de dire excellemment M. Pisani, c'est un véritable enjeu de démocratie. J'en suis entièrement d'accord. Et on l'a expérimenté au travers de quartiers libres où on est arrivé devant les gens, on leur a demandé de participer, d'être interactifs. On a créé un site internet pour construire ensemble un projet. Mais il faut là aussi faire évoluer les mentalités. C'est-à-dire qu'on n'avait rien à vendre, on n'avait rien à leur proposer. Et ils disaient, mais c'est pas possible parce que nous, d'habitude, vous venez avec un projet, vous nous demandez si ça va et on le corrige à la marge. Mais là, la démarche, elle était complètement différente. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec rien, on leur a dit qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous vivez votre quartier, venez participer. On est allé les chercher avec une démarche vraiment participative pour ensuite enchaîner sur un dialogue compétitif qui est en cours. Donc c'est une vraie révolution. Patrick Allary, peut-être également réaction à ce qui a été dit par Francis Pisani. Ma réaction par rapport aux clients et je dirais à la puissance de nos clients, c'est qu'aujourd'hui on peut arriver grâce à la technologie de co-construire les offres avec eux en fait. Et c'est ça vers quoi on va tendre. Hein. C'est que de plus en plus on saura où les gens veulent habiter. Ils décriront leur projet, on adaptera nous-mêmes le projet et on aura un projet qui va se co-construire avec des outils comme là, avec les maquettes numériques, etc. Et on saura gérer la granulométrie certainement à l'intérieur des immeubles au vu de la volonté de nos futurs clients. Et dessiner des appartements qui seront plus conformes à leur souhait d'usage, en fait, souhait d'usage des clients. Ça, je pense que c'est forcément l'avenir. Je profite de vous avoir parce que dans l'après-midi,
après-midi, il y a eu des choses très intéressantes qui sont ressorties dans certaines tables rondes. Un intervenant évoquait qu'on était à l'aube d'une révolution de la propriété, où finalement cette société de partage qui est devant nous remettra en cause des modèles économiques, et notamment peut-être votre modèle économique d'acteur du logement. J'imagine que vous y réfléchissez. Est-ce que, en 2 mots, est-ce que vous pensez que demain, les Marseillais ou les Français, de manière générale, le souhait d'être propriétaire ne sera pas un objectif comme cela a été depuis ces dernières années? Non, ça, on ne peut pas complètement le dire. Je sais que les clients, d'abord, ce qu'ils cherchent, c'est avoir un usage d'un logement qui les satisfait. Le fait d'être propriétaire, c'est vrai que ça pose un problème de mobilité, et notamment vis-à-vis de l'emploi. Aujourd'hui, on voit que il y a une internationalisation. Donc, je crois qu'il y aura, pour l'instant, dans tous les cas, plusieurs types d'offres. Et nous, promoteurs, on se doit d'offrir à nos clients plusieurs types d'offres. Et c'est là-dessus que l'on travaille avec de multiples produits immobiliers. On parle bien sûr là des logements, mais également pour les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont leurs sièges sociaux, mais on développe aussi du Nextdoor. Enfin, ça, c'est une nouvelle marque que développe Bouygues Immobilier, où on héberge des startups, on héberge aussi des grandes entreprises qui viennent et louent du bureau sur un délai donné. Donc aujourd'hui, il y a un énorme bouleversement de nos métiers. Je pense que pour l'instant, évidemment, on essaye d'être innovant dans notre métier pour ne pas perdre pied. Et peut-être que notre modèle économique, effectivement, va muter de toute façon. Il est en train de muter sur beaucoup de secteurs d'activité. Et je ne vois pas comment le nôtre serait mis à l'écart de cette mutation. On a 2 solutions. Soit rester sur notre modèle de base, je pense, et mourir, soit réellement le saisir comme une opportunité. Nous, notre groupe, il a choisi de saisir l'opportunité. Et c'est pour ça qu'on fait des expérimentations en y mettant de l'argent avec nos services de R&D. On a créé les premiers bâtiments BPOS en logement, même dans des secteurs pas très évidents. On en a fait un sur la métropole, par exemple, ici. On a créé un premier bâtiment aussi qui est un smart grid et aussi un smart grid pour voir comment ça marche. Et on sait le faire marcher. Donc aujourd'hui, nous, on se doit d'être complètement en veille et en partenariat. Et aussi d'appuyer, un grand groupe doit s'appuyer sur la force, de toute façon, et l'agilité des startups et de l'économie locale et dans les territoires. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on conçoit aujourd'hui notre développement. Je n'arrive plus là-dessus sur ce point précis, c'est-à-dire à la fois aussi vous défendez, on va dire, votre position d'industriel en apportant des solutions. Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez plutôt rester discret, mais en même temps, il faut pouvoir pousser à la fois vos offres et vos services dans des enjeux de Smart City. Quand on parle quand même d'enjeux autour des transports et de la sécurité, ce sont de lourds investissements. Quelle est la clé là, du modèle économique avec une collectivité locale comme Marseille ou les autres en France? Déjà, la clé du modèle économique, c'est que les investissements qui sont faits dans la Smart City soient les plus optimisés possibles. Après, il est certain que la Smart City, et je rejoins ce qu'a dit M. Pisani, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'on ne s'en occupe pas, mais on s'en occupe, je vous rassure, le citoyen est bien au cœur de nos préoccupations. Et après, on retombe assez rapidement dans... il faut, et ça a été dit par Stéphane Richard tout à l'heure, les infrastructures, il faut qu'elles soient payées d'une façon ou d'une autre. Par contre, le service... On arrive dans des modèles économiques qui sont ceux qu'on connaît sur l'Internet aujourd'hui, c'est-à-dire finalement des services qui sont gratuits, mais qui sont finalement financés aux gens qui les délivrent par de la publicité, de la revente des données qui sont connectées. Et Dieu sait que demain, même si ça peut être un peu effrayant, ça l'a été aussi dit, c'est le revers de la médaille, plus on aura de capteurs, plus on aura des villes intelligentes et plus on va collecter et traiter des données, et plus il y aura matière finalement à faire du commerce de ces données. Donc je pense que le modèle économique, c'est ça, c'est-à-dire des infrastructures dont les coûts doivent être optimisés parce qu'ils ont été intégrés dès l'urbanisation, et des services qui sont plutôt sur un mode tel qu'on le connaît avec l'Internet d'aujourd'hui. Francis Pisani, avant d'être dans la conclusion. Juste une petite question. Est-ce que l'un d'entre vous envisage le crowdfunding pour certains projets d'amélioration de quartier? Je sais que ça se fait ailleurs dans le monde, j'ai un trou de mémoire, donc je ne me rappelle pas où, mais il y a des projets aujourd'hui où on fait appel au financement collectif, où les gens disent je mets un peu d'argent pour améliorer le croisement ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous envisagez de faire ça? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez déjà constaté?
On a un exemple en Bretagne où il y a eu des éoliennes qui se sont faites par crowdfunding, par exemple. J'en ai pas parlé, mais effectivement, ça peut participer également. On trouve un autre mode de financement. Ça ne fera pas tout, mais ça participera effectivement. Alors nous, on a effectivement même pris des participations dans une société de crowdfunding pour faire du logement. Et ce sont des petites opérations à ce moment-là. Ce sont de toutes petites opérations, des micro-opérations. Et puis par ailleurs, quand je disais aussi, on se développe en regardant les startups, on finance des startups en fait, non pas pour être majoritaire dans ces startups, mais leur donner un coup de pouce. Et le fait que déjà que notre groupe puisse s'intéresser à une startup, ça leur ouvre aussi les possibilités de financement. Vous allez garder le micro, Patrick Allary. On va terminer justement cette table ronde par, si vous aviez à faire chacune et chacun d'entre vous une proposition pour justement améliorer les pratiques, les usages aujourd'hui justement pour pouvoir mieux faire dans la méthode sur la question de l'aménagement et de l'urbanisation, quelle serait votre proposition concrète dans ces dernières tables rondes de ce forum ? Alors, ma proposition concrète serait qu'on regarde précisément l'amélioration des délais au global et surtout que ce ne soit pas le règlement qui dicte le projet, mais plutôt le projet qui dicte le règlement. Bruno Cavagné, votre proposition ? Non, je n'ai pas de proposition. Je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois qu'il faut redonner encore plus de marge de manœuvre aux collectivités locales, parce qu'on voit bien que quand il y a de la volonté politique, quand il y a de l'ambition pour les infrastructures, pour les smart cities, on arrive à faire pas mal de choses. Jean-Yves Plus. En fait, ma proposition, ça serait que les villes qui ne sont pas encore complètement lancées dans cette opération regardent aussi ce qui se fait dans les grandes infrastructures, que ce soit les aéroports ou les ports, où on constate que finalement, il y a déjà des smart cities dans ces échelles-là qui se développent. Et je pense que c'est intéressant de les regarder pour voir comment ils s'y prennent. Francis Pisani, et puis on laissera justement le mot de la fin à Laure Agnès Kardec. Ma proposition pour concrète, Marseille. Ma proposition concrète, c'est créer un observatoire de la participation civique. J'y travaille, et dans laquelle, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations sur ce que les grandes entreprises proposent, on ne sait pas, c'est très difficile, même au niveau de chaque municipalité dans laquelle je me rends, on ne sait pas bien et clairement ce que les citoyens font sans demander l'autorisation. Et si on leur donnait de la visibilité, on aurait une approche beaucoup plus intégrale et beaucoup plus humaine de la ville intelligente de demain. Laure Agnès Kardec, c'est, on va dire, le mot de la fin. Pour vous, si on se projette dans un an, dans la deuxième édition du forum, quelle pourrait être justement un petit peu la direction, la ligne directrice que vous allez vous donner pour cette année qui sera lourde, à la fois, j'allais dire, en projet et aussi en taille avec le passage métropole. Qu'est-ce qui peut être amélioré concrètement par une idée forte, en tous les cas, que vous défendrez cette année ? Pour ma part, je pense que c'est le travail partenarial. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps tout cloisonné, les collectivités d'un côté, le privé avec les grandes entreprises ou même l'architecte qui dialoguait pas forcément avec tout le monde. Et je pense que voilà, il faut impérativement décloisonner. Je pense qu'il faut un peu changer de modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend tout de la collectivité publique. Or, la collectivité publique, elle a de moins en moins de moyens. Par contre, il y a de l'argent privé. Donc, comment on peut réfléchir à ces partenariats avec du privé qui peuvent faire en sorte de rendre plus attractif un territoire et de faire en sorte que aussi les habitants s'y sentent mieux et y vivent mieux. Voilà, je crois que c'est l'enjeu de demain. Ben justement, ça va être une excellente transition puisqu'on va pouvoir clôturer cette table ronde et on va passer au concours réseau électrique intelligent puisqu'on va récompenser des startups du territoire qui réfléchissent et pensent à l'amélioration du devenir et du futur de la métropole de Marseille. Merci à vous tous.